tu es en état d'arrestation pour usurpation d'identité d'un agent fédéral, a annoncé mon frère à toute la pièce, alors même que mon véritable insigne militaire était suspendu à mon cou. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité d'un agent fédéral, a annoncé mon frère à toute la pièce, alors même que mon véritable insigne militaire était suspendu à mon cou. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Salut, Reddit. Mon frère m'a arrêté en plein milieu du dîner dominical, chez notre grand-mère. Les menottes, la lecture de mes droits, toute la panoplie. Il est le chef de la police de notre ville natale, et il s'était convaincu que j'étais une sorte d'usurpateur fédéral montant une arnaque. Il avait un dossier entier de preuves et tout le reste, il a même appelé des renforts pour sécuriser le périmètre, comme si j'étais un dangereux fugitif. Imaginez la scène. Je suis assis là, une fourchette à la main, en train de manger du rôti de bœuf, quand mon propre frère annonce à toute la famille que je vis dans le mensonge depuis près de 2 décennies. Ma mère se met à pleurer. Mon oncle hoche la tête, comme s'il avait toujours tout su. Mes cousins me dévisagent comme si une deuxième tête venait de me pousser. Et Alex, mon frère, il se tient là, dans son uniforme impeccable de chef de la police, avec ce sourire suffisant sur le visage, comme s'il venait de résoudre le crime du siècle. Voici ce qu'il ne savait pas. Je suis en réalité un général de division dans le renseignement militaire. Pas un capitaine, pas un commandant, un général. Le genre de général qui a des habilitations de sécurité si élevées que la plupart des membres du Congrès ne savent même pas sur quoi je travaille. Quand ma balise d'urgence s'est déclenchée, une équipe d'intervention fédérale a été dépêchée de Fort Claiborne, avec mon commandant à sa tête. Voir le visage de mon frère lorsque le général de division Marcus Delaney est sorti d'un SUV du gouvernement en grand uniforme, s'est approché de moi alors que j'étais menotté, et m'a fait un salut militaire impeccable en m'appelant « Général Caldwell », valait chaque seconde d'humiliation. Chaque seconde de ces menottes en métal froid me cisaillant les poignets. Les 17 années de dysfonctionnement familial qui ont mené à ce moment. Mais je m'emballe. Laissez-moi vous expliquer tout depuis le début, car l'histoire d'un chef de la police qui arrête son propre frère au dîner du dimanche est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Je m'appelle Cameron, 37 ans. Je suis militaire d'actif depuis 19 ans. Je travaille actuellement à un niveau dont je ne peux littéralement pas discuter en détail. Disons simplement que mon travail implique beaucoup de briefings classifiés et de planification stratégique qui ennuieraient la plupart des gens à mourir, mais qui, occasionnellement, assurent le bon fonctionnement du pays. Je vis près de Washington DC, dans une résidence sécurisée qui n'apparaît pas sur Google Maps. Et la dernière fois que j'ai mis les pieds dans ma ville natale de Chesterfield, en Virginie, c'était il y a 7 ans, pour l'enterrement de mon père. Mon frère Alex a 40 ans, et il y est le chef de la police depuis 3 ans. Avant cela, il a gravi les échelons, de simple policier à sergent, puis à chef adjoint, sur une période de 15 ans. C'est l'enfant prodige. Il l'a toujours été. Il est resté près de la maison. Il a épousé sa petite amie du lycée, Jennifer, entraîne l'équipe de baseball junior chaque été, siège au conseil municipal, et fait du bénévolat pour les collectes de fonds des pompiers. Toute l'histoire de la réussite dans une petite ville qui rend les mères fières. Pendant ce temps, je suis celui qui a abandonné la famille en m'engageant dans l'armée juste après le lycée, au lieu d'aller à l'université locale comme Alex. Peu importe que j'ai servi dans 3 zones de combat. Peu importe que j'ai reçu 2 Bronze Stars et une Purple Hat. Peu importe que j'ai consacré toute ma vie d'adulte à protéger ce pays, y compris la petite ville d'où je viens. Notre relation a toujours été compliquée. Et par compliquée, je veux dire toxique au possible. Quand nous étions enfants, j'étais celui que papa appelait le stratège, parce que j'étais doué pour les puzzles et la planification. Toujours à penser avec 3 coups d'avance. Alex était le rock, parce qu'il était physiquement fort, fiable, le genre de gars qui pouvait réparer un moteur de voiture ou construire une terrasse sans transpirer. Je n'ai réalisé que bien plus tard à quel point cette distinction l'avait perturbé. Voyez-vous, Alex avait besoin d'être le meilleur en tout. Quand j'étais au tableau d'honneur à l'école, il passait des semaines à dire que les notes n'ont pas d'importance dans le monde réel. Quand j'ai été accepté dans une université d'État avec une bourse partielle, il faisait des commentaires sur le fait que les garçons qui vont à l'université finissent par travailler pour des hommes d'expérience. Quand je me suis engagé et que j'ai commencé à monter en grade, il riait en disant que je ne faisais que suivre des ordres, tandis que lui prenait de vraies décisions en tant que policier. Le fait est que papa nous aimait tous les deux, mais il voyait des forces différentes en nous,
et Alex ne pouvait pas supporter l'idée que son jeune frère puisse être meilleur à quelque chose, n'importe quoi, que lui. Après la mort de papa, la distance entre nous est devenue permanente. Je suis venu en permission de 24 heures pour l'enterrement, je me suis présenté en uniforme de cérémonie, j'ai présenté mes condoléances, et je suis reparti le lendemain matin avant que quiconque ne se réveille. Ma mère m'a clairement fait comprendre que je dérangeais. Je n'avais pas été là à la fin comme Alex, donc mon chagrin était en quelque sorte moins légitime. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé en personne, jusqu'à ce que la lettre arrive. C'était un mardi après-midi, vers 15h15, quand la lettre est arrivée sur mon bureau. Du courrier physique, du papier à lettres bleu pâle, l'écriture en boucle de ma mère. Elle avait passé environ 4 niveaux de contrôle de sécurité pour m'atteindre, ce qui devrait vous donner une idée de l'endroit où je travaille. La lettre était un chef-d'œuvre de culpabilisation. Elle racontait à quel point je manquais à la famille, à quel point Alex faisait des choses merveilleuses en tant que chef de la police, comment grand-mère vieillissait et voulait me voir. Le coup de grâce était la dernière ligne, nous organisons un dîner de famille chez ta grand-mère ce dimanche, à 18h. Cela fait trop longtemps, Cameron. Il est temps de rentrer à la maison. J'ai lu la lettre 3 fois, assis là, et mon instinct me disait que quelque chose clochait. Ma mère ne fait pas d'invitation désinvolte. Tout avec elle est stratégique, une façon de réaffirmer la hiérarchie familiale avec Alex au sommet, et moi comme l'absence décevante. Mais voilà. J'en avais assez d'éviter la confrontation. Non pas parce que je voulais encore leur approbation. J'avais renoncé à cela il y a des années. Je voulais juste leur faire face en tant que l'homme que j'étais devenu, pas le gamin dont ils se souvenaient. Tourner la page une bonne fois pour toutes. J'ai demandé une permission de 48 heures. Mon supérieur, le général Marcus Delaney, l'a approuvé en moins de 5 minutes avec une note, la famille, c'est important. Reste prudent, Caldwell. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Ce message allait s'avérer plus prophétique que nous ne l'imaginions. Le trajet jusqu'à Chesterfield a duré environ 2h30. J'ai quitté DC à 15h30 le dimanche pour arriver pile à 18h. À mesure que je me rapprochais, le paysage passait de l'étalement urbain de DC aux collines vallonnées de la Virginie et aux vieilles fermes. Chaque kilomètre me donnait l'impression de remonter le cours de ma propre histoire. Je suis arrivé en ville à 17h47. Main Street était exactement la même. La même quincaillerie, le même dîner, tout était pareil. Ce qui était nouveau, c'était la voiture de police noire et blanche rutilante garée devant la mairie, avec « Chef de la police Alex Caldwell » blasonné en lettres dorées sur la portière. Ce n'était pas juste un véhicule. C'était un trône sur roue. Je me suis garé à quelques maisons de chez ma grand-mère, à 17h54. Je suis resté assis 1 minute, pour me remettre les idées en place. Puis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une berline sombre que je ne reconnaissais pas, garée 2 maisons plus loin. Moteur éteint, vitres teintées, et une autre silhouette près du coin de la rue, partiellement cachée par une haie. Mon entraînement a immédiatement pris le dessus. Ce ne sont pas des voisins qui se promènent. C'est un périmètre. Quelqu'un surveillait la maison. J'ai pris une note mentale et je suis sorti de la voiture. Grand-mère a ouvert la porte avant même que je puisse frapper. Elle a 80 ans, mais elle est toujours aussi vive qu'une neuve. Elle m'a serré dans ses bras et, ce faisant, m'a chuchoté directement à l'oreille, « Je suis si contente que tu sois venu, Cameron, mais sois prudent. Ton frère a préparé ça. Il pense qu'il a trouvé quelque chose. Ne le laisse pas t'atteindre. » Puis elle s'est reculée avec un grand sourire pour quiconque regardait, et a dit d'une voix forte, « Entre. Entre. » Tout le monde t'attendait. Le salon était bondé. Maman a été la première à me voir, et son sourire n'a pas atteint ses yeux. « Cameron, tu as pu venir. Nous commencions à penser que tu nous avais oubliés. » Puis Alex s'est levé du vieux fauteuil de papa. Il se l'était approprié, apparemment. Il mesure maintenant environ 1m88, ou peut-être qu'il se tient juste de cette façon. Sa poignée de main était agressive. Une démonstration de domination. « Petit frère, dit-il avec un sourire en coin. Tu as décidé de nous honorer de ta présence, hein? Quelque chose comme ça, ai-je répondu en retirant ma main. Mon oncle Robert m'a fait un signe de tête sec. Toujours à jouer aux soldats. Ma cousine Maya m'a offert un sourire timide, mais a détourné le regard quand maman l'a fusillé du regard. Le message était clair.
J'étais seul. Le dîner était une guerre psychologique déguisée en rôti de bœuf. Le plan de table disait tout. Alex était assis en bout de table, la place de papa. Maman était assise à sa droite. Grand-mère était à l'autre bout. J'étais à mi-chemin sur le côté, comme un parent éloigné que personne ne voulait vraiment voir. La conversation était un flot ininterrompu de louanges pour Alex. Alex, raconte à Cameron les nouvelles voitures de patrouille que tu as obtenues pour le département. Raconte-lui cet événement caritatif que tu as organisé, mon fils. Le maire a dit des choses si merveilleuses sur toi à la réunion du conseil municipal. Alex savourait tout cela avec une fausse modestie, racontant ses exploits comme s'il était en campagne électorale. Je continuais simplement à manger, offrant un « c'est super » ou un « bien joué » occasionnel. Mes non-réactions le rendaient clairement fou. Il voulait que je sois sur la défensive, que je me dispute, que je montre une faiblesse. Je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Puis maman s'est tournée vers ma cousine Maya et a dit « Ce que tu fais doit être intéressant, Cameron. » Tous ces voyages. Avant que je puisse répondre, maman a coupé court. « Oh, Maya, ne prends pas la peine de demander. Il ne te dira rien. C'est un grand secret. Pas comme Alex, qui partage tout avec sa famille. » Le silence qui a suivi était assez lourd pour faire s'effondrer la table. Grand-mère a lancé à maman un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier, mais le mal était fait. À travers la fenêtre de la salle à manger, j'ai aperçu un mouvement. Une silhouette se détachant de l'ombre de l'autre côté de la rue, près d'un chêne. Puis j'en ai repéré une autre près du coin. Deux d'entre eux, positionnés comme s'ils mettaient en place un périmètre. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une opération. « Excusez-moi, dis-je en repoussant ma chaise. J'ai besoin de prendre l'air. » Maman a froncé les sourcils. « Cameron, nous sommes au milieu du dîner. Ne sois pas impoli. » Juste un instant, ai-je dit, mon ton ne laissant aucune place à la discussion. Dehors, je me suis étiré nonchalamment, comme si je soulageais une crampe due au trajet. En même temps, j'ai balayé la rue du regard. La berline sombre était toujours là, et je pouvais maintenant confirmer la présence de deux officiers en position, jeunes, nerveux, clairement les adjoints d'Alex. Ils n'essayaient pas d'être invisibles, juste assez discrets. Mon frère avait établi un périmètre autour de la maison de grand-mère. Ce n'était plus un drame familial. C'était l'utilisation de ressources officielles pour une vendetta personnelle. Je suis retourné à l'intérieur à 18h23, mon visage soigneusement neutre. En m'asseyant, maman m'a fixé d'un regard. « Tu es toujours si secret, Cameron. Tu disparais pendant des années. On a à peine de tes nouvelles. Ton frère est un livre ouvert. Il sert cette ville. Qu'est-ce que tu fais de si important que tu ne peux même pas le dire à ta propre famille? » C'est compliqué, maman, dis-je doucement. C'est compliqué, a imité Alex avec un rire dur. C'est la réponse à tout, n'est-ce pas? Pour les anniversaires manqués, pour les dernières semaines de papa manquées, pour tout ce qui compte. Ça suffit, Alex, a dit sèchement grand-mère. Mais Alex l'a écarté d'un geste de la main. Non, ça ne suffit pas. Pendant des années, nous avons tous accepté le travail mystérieux de Cameron, sa vie importante. Nous avons tous joué le jeu comme si c'était normal, comme si c'était bien qu'il disparaisse et nous laisse ici. Il s'est levé, de toute sa hauteur, projetant une ombre sur la table. Il mesurait au moins un m88 maintenant, et il utilisait chaque centimètre pour intimider. Il a pris un verre de vin et l'a tapoté délibérément avec une cuillère. 3 coups secs. Le son a traversé la pièce comme le marteau d'un juge. Tout le monde a arrêté de manger, de parler, de respirer. En fait, dit-il, sa voix baissant à ce ton mesuré et autoritaire qu'il utilisait probablement lors des conférences de presse. Je pense qu'il est temps, grand temps, vraiment, que nous découvrions tous exactement ce que mon petit frère a fait. Parce que je ne me suis pas contenté de me poser des questions, les amis. J'ai fait des recherches sérieuses au cours des 6 derniers mois. J'ai demandé quelques faveurs, posé des questions difficiles, dépensé de l'argent, et ce que j'ai trouvé, eh bien, disons que c'est toute une histoire. Le genre d'histoire qui change tout. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens, et je l'ai vu clairement maintenant. La soif de ce moment. Il planifiait cela depuis des mois, peut-être plus longtemps. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une exécution publique,
et il avait invité tout le monde à y assister. C'est là que ça devient intéressant. Alex a tendu la main et a attrapé un épais dossier en manille que j'avais remarqué plus tôt sur la table d'appoint. Il l'a jeté au centre de la table avec un bruit sourd et dramatique qui a fait sursauter tout le monde. J'ai eu mes doutes, commença-t-il, arpentant derrière sa chaise comme un procureur. Mon frère, le militaire. Travail secret, mission importante. Ne peut pas en parler. Très impressionnant, mais pas de détails, pas de promotion que nous pourrions célébrer, pas d'histoire, juste des titres de poste vagues qui lui permettent de rester loin de nous. Il a laissé cela flotter dans l'air, empoisonnant la pièce. Alors, j'ai fait ce que tout frère inquiet ferait. J'ai engagé un détective privé. Un hoquet collectif a parcouru la table. La main de maman a volé à sa bouche. Un bon, en plus, a poursuivi Alex en ouvrant le dossier. Un type nommé Markham. Je l'ai envoyé à DC pour enquêter sur la vie de Cameron. Et ce qu'il a trouvé est tout ici. Il a commencé à sortir des photos de surveillance, les jetant sur la table, moi entrant dans mon immeuble, moi rencontrant un collègue dans un parc. Puis d'autres photos, des boîtes livrées à mon adresse avec des marques gouvernementales. Ces boîtes, dit Alex en pointant du doigt, contenaient du matériel gouvernemental réglementé, de l'électronique de haute technologie, du matériel de communication. Des choses qu'un officier légitime aurait sur une base sécurisée, pas dans un appartement civil. Puis il a sorti des papiers. Et voici le clou du spectacle. Mon enquêteur a obtenu des copies de documents de l'appartement de Cameron. Des dossiers financiers, des communications cryptées, des briefings de mission. Il en a brandi un. La plupart étaient caviardés avec des lignes noires, mais l'entête indiquait OSD classifié. J'ai vérifié son dossier de service par des canaux officieux, a menti Alex sans sourciller. L'armée n'a aucune trace d'un capitaine Cameron Caldwell affecté à une unité de renseignement de haut niveau. Un dossier de service de base, bien sûr, mais ensuite tout devient sombre, comme si quelqu'un avait créé une fausse identité. Il s'est penché en avant, les mains à plat sur la table. Vous voyez, mon frère n'est pas un agent secret. C'est un imposteur. Il a utilisé un passé militaire de bas niveau pour acquérir du matériel gouvernemental, probablement pour le vendre sur le marché noir. Il a vécu un mensonge, financé par une usurpation de mérite militaire. Il m'a regardé avec un sourire triomphant. C'est fini, Cameron. Je sais ce que tu es. La pièce était silencieuse. Ma famille, qui m'avait connu toute ma vie, me regardait comme si j'étais un étranger dangereux. Ils n'ont pas remis en question les énormes failles logiques de sa théorie. Ils ont juste vu le chef de la police confiant avec son dossier plein de preuves, et ils l'ont cru. Alors, dit Alex, sa voix prenant un ton officiel. En tant que principal responsable de l'application de la loi de ce comté, il est de mon devoir d'agir. Il a commencé à contourner la table vers moi. Mon cousin assis à côté de moi s'est littéralement reculé, tirant sa chaise en arrière comme si j'étais contagieux. Cameron Caldwell, a annoncé Alex. Je vous place en état d'arrestation pour usurpation d'identité d'un agent fédéral et vol de biens gouvernementaux. Il était derrière moi maintenant. Je n'ai pas résisté quand il a attrapé mon bras gauche et l'a tiré en arrière. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense, a-t-il demandé, sa voix basse et suffisante près de mon oreille. J'ai légèrement tourné la tête. Es-tu sûr d'avoir l'autorité pour ça, Alex? La question l'a pris au dépourvu. Quoi? Ce sont des crimes fédéraux, dis-je calmement. Commis par quelqu'un dans l'armée. Cela relèverait du code de justice militaire. L'enquête serait menée par le JAG Corps, pas par un service de police local. Tu n'es pas dans ta juridiction, chef. Pendant une fraction de seconde, le doute a vacillé sur son visage, mais son ego l'a écrasé. Ne me fais pas la leçon sur la loi, espèce d'imposteur. Dans le monde réel, c'est moi qui commande. C'est à ce moment-là qu'il a sorti les menottes. La première s'est refermée sur mon poignet gauche à exactement 18h47. Alors qu'il attrapait mon autre bras, ma main droite s'est déplacée vers ma ceinture. Il y a un petit bouton presque invisible cousu dans la couture latérale. Une balise d'urgence personnelle. Équipement standard pour les missions d'infiltration. Je l'ai maintenu enfoncé pendant 3 secondes complètes. Une légère vibration contre ma peau a confirmé que le signal avait été envoyé. C'était un appel à l'aide silencieux, transmis à un satellite et acheminé directement à Fort Claiborne, à 75 km de là.
La deuxième menotte s'est refermée à 18h48. Temps de réponse standard pour une alerte d'agent compromis en environnement domestique, 12 à 15 minutes. Alex m'a tiré sur mes pieds. Allons-y, dit-il en me poussant vers la porte. Tu pourras tester tes théories juridiques depuis une cellule de prison. Être escorté à travers la maison de sa grand-mère, menotte au poignet, est une forme particulière d'humiliation. Tous les yeux me suivaient, mais personne ne parlait. Le silence était un verdict. Coupable. Maman se tenait près de la cheminée, les bras enroulés autour d'elle, son visage ne montrant rien d'autre qu'une déception de martyr. Elle voulait une raison pour justifier son récit de moi en tant que fils rebelle, et Alex la lui avait offerte sur un plateau d'argent. Oncle Robert secoua lentement la tête. Je savais qu'il ne valait rien, marmonna-t-il assez fort pour que je l'entende. Maya fixait son assiette, incapable de me regarder. Elle savait que c'était mal, mais elle avait trop peur de s'opposer à l'enfant prodige de la famille. La seule personne qui a croisé mon regard était grand-mère. Elle se tenait près de la porte, les mains jointes. Alors qu'Alex me poussait devant elle, ses yeux ont rencontré les miens. J'y ai vu du regret, mais aussi de l'espoir. Elle m'avait prévenu qu'il préparait quelque chose. Maintenant, je comprenais. Elle voulait que cela se produise. Elle voulait que son poison soit exposé au grand jour, peu importe à quel point ce serait laid. Ce n'était pas seulement mon combat. C'était le sien aussi. Dehors, à 18h52, les deux adjoints que j'avais repérés plus tôt ont émergé de l'ombre. Des jeunes, peut-être 24 ans, clairement impressionnés par leur chef. Mettez-le dans la voiture, ordonna Alex. Ils ont ouvert la portière arrière de la voiture de patrouille à 18h53. L'un a posé sa main sur ma tête, procédure standard, et m'a guidé sur la banquette arrière. Alex s'est penché par la fenêtre ouverte. Tu auras beaucoup de temps pour réfléchir à là où tout a mal tourné. Peut-être que tu apprendras enfin qu'on ne peut pas construire une vie sur des mensonges. L'ironie était suffocante. Il me faisait la leçon sur l'honnêteté alors que toute son identité était construite sur le fait d'être le gros poisson dans une petite mare. J'ai regardé ma montre. 18h54, 10 minutes depuis que j'ai appuyé sur le bouton. Mon cœur était calme. Ma respiration, régulière. Dans mon métier, on apprend à attendre. On apprend à faire confiance à son entraînement et à son équipe. L'attente est la partie la plus difficile, mais c'est aussi là que l'on gagne ou que l'on perd. Alex pensait qu'il avait déjà gagné. Il n'avait aucune idée que le peloton d'exécution était déjà en route. À 19h, 12 minutes après que j'ai envoyé le signal, cela a commencé. Pas avec des sirènes, mais avec quelque chose de bien plus intimidant. Le bourdonnement bas et synchronisé de moteurs puissants se déplaçant à grande vitesse. Deux paires de phares ont percé l'obscurité au bout de la rue. Pas de gyrophares, juste des faisceaux blancs perçants. Ce n'étaient pas des voitures de police. C'étaient de gros SUV noirs. Des véhicules gouvernementaux, du genre sans chrome qui semblaient absorber la lumière. Ils n'ont pas ralenti. Ils ont accéléré, convergeant vers la maison depuis les deux extrémités de la rue dans un mouvement de tenaille parfait. Ils se sont arrêtés dans un crissement de pneus à 19h01, bloquant entièrement la route, leurs phares clouant la voiture de patrouille d'Alex dans une lumière brillante et inéluctable. Alex s'est redressé, plissant les yeux. C'est quoi ce bordel ? Je n'ai pas appelé de renfort. Les portes se sont ouvertes simultanément. Des hommes en équipement tactique noir en sont sortis, armés de fusils à canon court. Ils se déplaçaient avec une efficacité fluide et terrifiante. Ce n'étaient pas des flics. C'étaient des agents fédéraux. Ils ont établi un périmètre autour de la maison en quelques secondes, se déplaçant comme un seul organisme. Les deux jeunes adjoints se sont figés, les mains planant près de leurs armes de service. Ils étaient complètement dépassés. Du SUV de tête, un homme en costume est sorti. Il a marché droit vers Alex, ses pas résonnant dans le silence soudain. « Êtes-vous le chef Alex Caldwell » a demandé l'homme, sa voix neutre. Alex a bombé le torse. « C'est moi. »« Et qui êtes-vous ?»« C'est ma scène de crime. »« Identifiez-vous. » L'homme a présenté ses accréditations. Agent spécial Rollins, Bureau fédéral d'investigation. Ce n'est plus votre scène de crime. C'est maintenant une affaire de sécurité nationale. Éloignez-vous du véhicule. Sécurité nationale, s'est moqué Alex, bien que l'incertitude se glisse dans sa voix.
Ne soyez pas ridicule. J'ai un usurpateur d'identité fédérale en garde à vue. C'est une affaire locale sous mon contrôle. Les yeux de l'agent Rollins étaient de glace. Vous avez commis une grave erreur, chef. Une très grave erreur. Il a fait un signe de tête à deux agents qui se sont dirigés vers Alex. Ils ne l'ont pas brutalisé. Leur mouvement était propre, clinique. L'un a pris son arme de service de son étui tandis que l'autre guidait ses mains derrière son dos. « Qu'est-ce que vous faites » a balbutié Alex. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le chef de la police. » Votre autorité s'arrête là où la loi fédérale commence, a dit Rollins calmement, comme s'il expliquait les règles à un enfant. Il s'est approché de la voiture et a ouvert ma porte. Il m'a regardé, puis les menottes, puis s'est tourné vers l'un des adjoints déconcertés. « Donnez-moi la clé. » Le gamin l'a cherché en tâtonnant, les mains tremblantes. Rollins l'a prise, a ouvert mes menottes et m'a aidé à sortir. « Monsieur, êtes-vous blessé » a-t-il demandé. « Je vais bien, Rollins, ai-je dit en me frottant les poignets. Je l'avais croisé lors d'une mission conjointe il y a quelques années. Alex regardait, la mâchoire pendante. La vue d'un agent fédéral de haut rang me traitant avec déférence, m'appelant « Monsieur », avait court-circuité son cerveau. Mais le vrai séisme était sur le point de se produire. La porte arrière du SUV de tête s'est ouverte à 19h03. L'homme qui en est sorti était dans la fin de la cinquantaine, grand et large d'épaules, avec des cheveux argentés. Il portait l'uniforme de cérémonie d'un général de l'armée des États-Unis. Sur sa poitrine, une constellation de rubans et de médailles. Sur ses épaules, 2 étoiles d'argent. Le général de division Marcus Delaney, mon commandant, un homme qui rend compte directement au chef d'état-major interarmé. Il a passé les agents tactiques, ses bottes claquant sur l'asphalte. Il n'a pas regardé Alex, les adjoints, ou les voisins, qui regardaient maintenant par les fenêtres. Ses yeux étaient fixés sur moi. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi et a levé la main pour un salut impeccable et parfait. « Général Caldwell » dit-il, sa voix un baryton bas et puissant qui portait une autorité absolue. « Nous avons reçu votre signal. Êtes-vous en sécurité ?» Le titre a résonné dans l'air comme une explosion. Général Caldwell. L'agent Rollins et les autres agents fédéraux se sont mis au garde à vous. Les 2 jeunes adjoints semblaient sur le point de s'évanouir. Et Alex, mon frère, le tout-puissant chef de la police, son visage s'est effondré. L'arrogance, le triomphe, la certitude, tout s'est évaporé, remplacé par une confusion pâle et maladive. Le frère qui l'avait arrêté comme un imposteur était un général de division dans le renseignement militaire. Dans la hiérarchie rigide qu'Alex vénérait, je le surpassais d'une mesure qu'il ne pouvait même pas comprendre. Le général Delaney a baissé son salut. « Rollins » dit-il sans me quitter des yeux. Rapport. Sujet en sécurité, mon général, a répondu Rollins. L'officier local a été neutralisé. Il a été identifié comme étant le frère du sujet. Delaney s'est enfin tourné vers Alex, son regard portant le poids d'une avalanche. « Chef » dit-il, le titre dégoulinant de mépris. « Vous êtes en violation d'au moins une 12aine de lois fédérales et d'articles du Code de justice militaire. Détention illégale d'un officier supérieur, interférence avec un actif de la sécurité nationale, conspiration, manipulation délibérée d'informations classifiées. » La liste est longue. Il a fait un geste vers les agents. Il est par la présente relevé de ses fonctions et placé en garde à vue fédérale. Il ne doit pas quitter le comté en attendant une enquête complète. Faites-le disparaître de ma vue. Les agents ont commencé à emmener Alex. Il a finalement retrouvé sa voix. Un couinement pathétique. Mais je ne savais pas. C'est mon frère. Je pensais qu'il mentait. J'essayais de protéger ma ville. Delaney s'est approché de lui, sa voix tombant à un murmure mortel. L'ignorance n'est pas une défense. Vous avez laissé votre jalousie mesquine et votre ego de petite ville mettre en danger un homme qui a sacrifié plus pour ce pays que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Vous n'avez pas seulement arrêté votre frère ce soir. Vous avez commis un suicide professionnel. Ils l'ont poussé à l'arrière d'un SUV. Alors que la porte claquait à 19h06, ses yeux ont croisé les miens à travers la vitre. Pour la première fois de ma vie, j'y ai vu une peur authentique. Avec le départ d'Alex, un calme étrange s'est installé sur la scène. Les agents tactiques maintenaient leur périmètre. À l'intérieur de la maison, la famille s'était rassemblée aux fenêtres,
les visages pressés contre la vitre. Delaney s'est tourné vers moi. Allons à l'intérieur. Nous devons sécuriser tout matériel compromis. Alors que nous montions les marches du Porsche à 19h08, la porte d'entrée s'est ouverte. Maman se tenait là, le visage livide. Elle a regardé les étoiles sur les épaules de Delaney, puis moi. Marcus, a-t-elle murmuré. Elle l'avait connu des années auparavant, quand lui et papa servaient ensemble. Éléanore, a dit Delaney, son ton professionnel mais froid. Ça fait longtemps. J'aurais aimé que ce soit dans de meilleures circonstances. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle plaidé. Alex a fait une erreur. Il n'a pas compris. Vous devez leur dire de le laisser partir. Votre fils, Alex, a corrigé sèchement Delaney, est une honte pour l'insigne qu'il porte. Il a obtenu illégalement des renseignements classifiés, les a introduits dans une habitation non sécurisée, et les a utilisés pour détenir illégalement un officier général. Son erreur sera examinée par un procureur fédéral. Maman a tressailli comme si elle avait été giflée. Mais tu connaissais Richard. Tu connaissais notre famille. Il voudrait que tu protèges Alex. J'ai bien connu Richard, l'a coupé Delaney. Et il aurait honte. Honte qu'un de ses fils ait laissé l'envie le ronger de l'intérieur. L'agent Rollins et deux autres sont passés devant nous pour entrer dans la salle à manger. Je les ai entendus récupérer les photos et les documents. Des preuves, maintenant, dans une affaire fédérale. Maman m'a regardé, ses yeux se remplissant d'une confusion désespérée qui s'est rapidement transformée en blâme. Un général? Tu es un général? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Tu as laissé faire ça. Tu aurais pu arrêter ça. L'accusation était d'une injustice à couper le souffle. Même maintenant, même après tout ça, c'était ma faute. Pas celle d'Alex pour avoir organisé une arrestation illégale, mais la mienne pour ne pas avoir mieux géré sa jalousie. J'ai pris une profonde inspiration. L'air frais de la nuit m'a semblé être la première bouffée d'air pur que je prenais depuis des années. Pourquoi je ne vous l'ai pas dit, ai-je répété sa question doucement. Parce que vous n'avez jamais demandé. Pas vraiment. Bien sûr que si, j'ai levé une main. Non. Vous avez demandé pourquoi je n'étais pas à la maison pour Noël. Vous avez demandé pourquoi je ne pouvais pas avoir un travail normal. Vous avez demandé pourquoi je ne pouvais pas être plus comme Alex. Vous ne m'avez jamais regardé une seule fois en demandant, Cameron, qui es-tu? Qu'est-ce qui te motive? Es-tu heureux? Vous n'avez jamais posé de questions sur moi. Vous vous êtes seulement plaint de celui que je n'étais pas, je me suis approché. Ma vie est classifiée par ce qu'elle doit l'être. Le travail que je fais protège les gens, protège ce pays, protège cette famille. Que vous l'appréciez ou non. Pour le faire, je dois être un fantôme. J'ai accepté cela. Mais je n'aurais jamais pensé que ma propre famille essaierait de me mettre dans une tombe. Des larmes ont coulé de ses yeux. Mais c'étaient des larmes d'apitoiement. Nous t'aimons, Cameron. Non, dis-je fermement. Vous aimez l'idée de moi, la version qui s'intègre dans votre vie, le fils prodigue que vous pourriez un jour accueillir à la maison. Vous n'avez jamais vu l'homme qui se tient devant vous. Ce soir l'a prouvé. J'ai regardé grand-mère, seule près de la porte. Je lui ai fait un petit signe de tête triste. Elle a répondu par un signe de tête, une compréhension silencieuse passant entre nous. Le général Delaney a raison, ai-je dit, me retournant vers maman. Papa aurait honte. Pas de moi. De ce que cette famille est devenue. Je suis parti à 19h14, descendant les marches du Porsche et me dirigeant vers le SUV où Delaney attendait. Je n'ai pas regardé en arrière. La porte s'est refermée, me scellant dans l'intérieur silencieux. Ça va, Cameron? A demandé Delaney, sa voix plus douce maintenant. Ça ira, ai-je dit, regardant la petite maison bleue s'éloigner dans le rétroviseur jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une autre lumière dans l'obscurité. Mise à jour. 8 mois plus tard. Les conséquences juridiques ont été rapides et brutales, comme regarder un tsunami détruire un château de sable. L'affaire d'Alex a été traitée en priorité par le système fédéral, avec une rapidité qui aurait impressionné quiconque connaît la lenteur habituelle de la justice. Son titre de chef de la police ne l'a pas aidé. En fait, cela a rendu les choses exponentiellement pires. Il était un officier de la loi qu'il avait délibérément, volontairement, enfreinte pour des raisons personnelles. Et la procureure fédérale chargée de l'affaire,
une femme perspicace nommée Elena Reed, qui avait la réputation d'être absolument impitoyable avec les fonctionnaires corrompus, était déterminée à faire de lui un exemple. Son équipe de défense a tout essayé. Ils ont déposé des requêtes pour que l'affaire soit transférée à un tribunal local, arguant qu'il s'agissait essentiellement d'un différend familial qui avait dégénéré et qui devait être traité au niveau de l'État. Refusé en moins de 48 heures. Ils ont soutenu qu'Alex agissait de bonne foi, sur la base des informations fournies par son enquêteur, qu'il croyait sincèrement démasquer un criminel. Reed a absolument démoli cet argument lors d'une audience préliminaire en présentant des années de vérification d'antécédents non autorisés qu'Alex avait effectués sur moi via les bases de données des forces de l'ordre, prouvant un schéma inquiétant de harcèlement obsessionnel et de surveillance qui remontait presque au jour où il était devenu chef. Elle a montré au juge des requêtes de recherche comme Cameron Caldwell casier militaire, Cameron Caldwell vérification habilitation sécurité, et Cameron Caldwell vérification emploi, qu'Alex avait lancé des dizaines de fois en utilisant les ressources du département de police. Les eurodatages montraient qu'il m'avait surveillé au moins 2 fois par mois pendant 3 années complètes. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était de l'obsession. Je n'ai pas été tenu de témoigner en audience publique pour des raisons de sécurité. Au lieu de cela, j'ai donné mon témoignage dans une déposition sous scellé, dans une installation militaire sécurisée, avec le général Delaney et 2 avocats du JAG corps présents pour s'assurer qu'aucune information classifiée ne soit compromise. La déposition a duré 4 heures. J'ai exposé les faits clairement et sans émotion, l'invitation à dîner, l'arrestation, les prétendues preuves présentées par Alex, les menottes, l'intervention fédérale. Je n'ai pas donné mon avis. Je n'ai pas parlé de rivalité d'enfance, de jalousie fraternelle ou de dysfonctionnement familial. Les faits bruts étaient suffisamment accablants en eux-mêmes. Mais voici où ça devient intéressant. Le témoin clé qui a absolument enterré Alex n'était pas moi, ni Delaney, ni même les agents du FBI. C'était Markham, le détective privé qu'Alex avait engagé pour fouiller dans ma vie. Il s'avère que Markham avait ses propres ennuis judiciaires pour des pratiques douteuses dans d'autres affaires, et les fédéraux lui ont offert un accord qu'il ne pouvait pas refuser, un témoignage complet en échange de charges réduites pour ses propres activités. Quand Markham a pris la barre le 2e jour du procès, la salle d'audience était comble. Des journalistes locaux, des fonctionnaires fédéraux, même quelques personnes de Chesterfield, qui voulaient voir comment leur chef de la police bien-aimé s'en sortirait. Markham ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis des semaines, ce qui était probablement le cas. L'interrogatoire de la procureure Reed était chirurgical. « Monsieur Markham, commença-t-elle, après avoir acquis les documents et les photographies de la résidence du général Caldwell, quelle a été votre évaluation professionnelle ?» Markham s'est agité sur son siège, ajustant nerveusement sa cravate. C'était un enquêteur chevronné avec 20 ans d'expérience, et cela se voyait dans chaque mot. Ils étaient authentiques, dit-il clairement, sa voix portant à travers la salle d'audience silencieuse. Des documents de renseignement militaire authentiquement classifiés. J'ai été détective privé pendant 2 décennies. On voit beaucoup de fausses accréditations, beaucoup de prétendants qui jouent à se déguiser. Ce n'était pas ça. C'était du sérieux. Du matériel de haut niveau, légitime, dangereux. Le genre de matériel qui envoie les gens en prison fédérale pour très, très longtemps. Et avez-vous communiqué cette évaluation à votre client, le chef Alex Caldwell ? Je l'ai fait, a dit Markham fermement. Je l'ai appelé le soir même où j'ai terminé mon analyse. C'était vers 21 h, un jeudi. Je m'en souviens parce que ma femme était contrariée que je travaille encore tard. Que lui avez-vous dit exactement ? Markham a pris une profonde inspiration. J'ai dit, Alex, ce n'est pas ce que tu crois. Ce ne sont pas de faux documents. C'est du vrai matériel de renseignement classifié. Ton frère, c'est du sérieux. Tu dois abandonner cette enquête immédiatement. Brûle ces dossiers. Fais comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu, ou tu vas t'attirer un monde de problèmes et probablement détruire ta carrière au passage. La salle d'audience était complètement silencieuse. Et quelle a été la réponse du chef Caldwell à votre avertissement ? L'expression de Markham s'est assombrie de frustration rétrospective. Il m'a ri au nez. Il a vraiment ri. Puis il m'a traité de lâche et a dit que je n'avais pas l'estomac pour le vrai travail de police. Il a dit, et je cite car je l'ai noté après coup, il a dit, je vais être un héros, Markham. Je vais démasquer la plus grande fraude de l'histoire de ce comté. Tu liras mon nom dans les journaux, et tu regretteras de ne pas avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Reed a laissé cela flotter dans l'air un long moment.
Donc, pour être absolument clair, vous avez explicitement averti le chef Caldwell que poursuivre cette affaire pourrait avoir de graves conséquences juridiques? À plusieurs reprises, a confirmé Markham. Je l'ai appelé 3 fois différentes pour essayer de le convaincre d'abandonner. Le dernier appel, je lui ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec l'enquête et que je m'en lavais les mains. Il m'a dit que j'étais viré et qu'il s'en occuperait lui-même à partir de là. L'avocat de la défense a essayé de sauver les meubles lors du contre-interrogatoire, suggérant que Markham ne témoignait que pour se sauver lui-même, mais les dégâts étaient catastrophiques. Alex n'avait pas seulement fait une erreur. Il avait été explicitement averti par un professionnel et avait poursuivi quand même, par pur ego. Le procès a duré 3 jours au total. L'accusation a présenté 17 témoins, dont 3 agents du FBI, 2 officiers du renseignement militaire, et même le gardien de sécurité de mon immeuble, qui a témoigné sur les protocoles de ma résidence. La défense a appelé 4 témoins de moralité de Chesterfield, qui ont parlé du grand chef qu'avait été Alex, de la façon dont il avait réduit la criminalité et amélioré les relations avec la communauté. Rien de tout cela n'a compté. Le jury a délibéré moins de 2 heures avant de rendre son verdict. Le procès a duré 3 jours. Le jury a délibéré moins de 2 heures. J'étais au fond de la salle d'audience quand ils ont amené Alex pour le prononcer de la peine. Il avait perdu du poids, avait l'air pâle et brisé dans sa combinaison orange. Le juge a prononcé une peine de 12 ans de prison fédérale. Minimum 5 ans avant l'éligibilité à la libération conditionnelle, interdiction permanente de posséder des armes à feu ou d'occuper une fonction publique. Suivi psychiatrique obligatoire. Maman n'était pas là. Elle ne pouvait pas supporter de voir son enfant prodige enchaîné. Le seul membre de la famille présent était grand-mère. Elle était assise le dos droit, le visage impassible. Alors qu'ils emmenaient Alex, elle a fermé les yeux, et une seule larme a roulé sur sa joue. Ce n'était pas pour l'homme qui partait en prison. C'était pour le petit garçon qu'il avait été, et pour la famille qu'il avait brisée. Mise à jour finale. 2 ans plus tard, la vie a continué. L'incident a nécessité un changement dans mon statut opérationnel. Ma couverture a été compromise dans certains cercles, ce qui a conduit à une promotion à un rôle plus stratégique au Pentagone. Je n'étais plus sur le terrain. Je dirigeais ceux qui y étaient. Alex m'a écrit des lettres de prison. Les premières étaient remplies de rage et de reproches. Puis elles se sont transformées en appels à l'aide désespérés. Les dernières étaient des tentatives décousues d'introspection. J'ai lu la première, parcouru la seconde, et brûlé les autres sans les ouvrir. Il n'y avait plus rien à dire. Mon seul contact avec Chesterfield se fait par l'intermédiaire de grand-mère. Nous nous parlons toutes les quelques semaines. Elle ne mentionne jamais Alex ou maman. Nous parlons de son jardin, de livres, du temps qu'il fait. C'est notre accord tacite pour construire quelque chose de nouveau. J'ai aussi commencé à voir un conseiller sur la base. Une suggestion de Delaney. Lors d'une séance, un souvenir a refait surface. J'avais environ 10 ans, je travaillais sur un modèle réduit d'avion avec papa. Quand j'ai eu fini, il l'a tenu en l'air et a dit, « Tu vois, Cameron, tu as un esprit de stratège. Tu vois l'ensemble du tableau. C'est une autre forme de force. » Alex était dans l'embrasure de la porte, tout juste rentré de l'entraînement de football, un trophée à la main. Il avait entendu ce que papa avait dit. J'ai vu le regard sur son visage, l'éclair de blessure, de se sentir négligé. C'est là que j'ai compris. Alex avait été le héros, le fort, le protecteur. Mais papa avait loué mon esprit. Alex ne pouvait pas le supporter. Il a passé le reste de sa vie à essayer de prouver que ma force était un mensonge. Il n'avait pas seulement été jaloux de ma carrière. Il avait été jaloux d'une seule phrase, prononcée 30 ans plus tôt dans un garage. Il s'est construit une prison de ressentiment bien avant que le gouvernement fédéral n'en construise une physique. Assis dans ce bureau, je n'ai pas ressenti de colère envers mon frère. Pour la première fois, j'ai juste ressenti une profonde pitié. Aux dernières nouvelles, il lui reste environ 9 ans et 4 mois à purger dans un établissement correctionnel fédéral en Pennsylvanie. Maman ne me parle toujours pas, et honnêtement, ça me va. Le silence est préférable aux culpabilisations. Oncle Robert a en fait publié une tribune dans la Gazette de Chesterfield me reniant publiquement et défendant Alex, ce qui était hilarant étant donné qu'il n'a aucune pertinence dans ma vie et que personne en dehors d'un rayon de 80 km n'a jamais entendu parler de lui. Maya m'a contacté environ 6 mois après le procès pour s'excuser de ne pas avoir parlé ce soir-là.
Et maintenant, nous prenons un café quand je suis dans la région 1 ou 2 fois par an. C'est une personne bien. Elle avait juste peur d'aller à contre-courant de la famille. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité, Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, explosez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de devenir virale.